La nuit du Pacifique s'embrase. Novembre 1942. Au large de Guadalcanal, le destroyer américain USS Lafay fonce tête baissée sur le cuirassé japonais Yei, une forteresse flottante d'acier qui pèse plus de 30 000 tonnes de plus qu'elle. Son capitaine sait que c'est du suicide, mais le Lafay possède une arme secrète. Et dans les 7 minutes qui suivent, elle prouvera que dans la guerre navale, ce n'est pas toujours le plus gros canon qui l'emporte. Ces 5 tourelles rugissent en succession rapide. Boum. 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 Chaque obus de 127 mm hurle sur l'eau noire à 792 mètres par seconde. Il s'écrase sur la superstructure du Yei comme des marteaux-piqueurs traversant une tôle. Les vitres du pont s'éclatent. L'acier se tord. Le feu jaillit dans le centre de commandement du cuirassé. L'amiral Abbé chancelle, blessé. Son chef d'état-major tombe mort. Mais c'est quand le Lafay tourne ses canons vers les destroyers japonais que quelque chose de vraiment terrifiant se produit. Les destroyers, élancés et rapides, supposés parmi les meilleurs au monde, commencent à se disloquer. Pas seulement endommagés, mais éventrés. Les coques se pelant comme des boîtes en aluminium écrasées dans un point. Des sections entières de superstructures se désintégrant en shrapnel. Des hommes balayés par-dessus bord par des explosions qui retournent leurs navires de l'intérieur. Les Japonais avaient passé une décennie à construire des destroyers qu'ils croyaient invincibles, plus rapides, plus lourdement armés que tout ce que possédaient les Américains. Ils dominaient chaque bataille nocturne dans ces eaux. Mais ils avaient commis une erreur critique. Ils avaient construit leurs navires trop légers. Et les Américains avaient conçu l'arme parfaite pour exploiter cette faiblesse. C'est l'histoire d'un obus, un projectile de 25 kg qui a changé le cours de la guerre du Pacifique. L'histoire de la métallurgie américaine rencontrant l'architecture navale japonaise de la manière la plus violente possible. L'histoire de décisions d'ingénierie prises dans des chantiers navals en temps de paix qui déterminaient quels marins vivraient et quels mouraient dans des batailles menées dans l'obscurité à bout portant, où la seule chose qui comptait était quel navire pouvait survivre aux impacts et lequel ne le pouvait pas. Si vous voulez découvrir plus d'histoires inédites de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous sur la bataille navale que vous aimeriez que nous couvrions ensuite. Pour comprendre comment les obus américains pouvaient déchiqueter les destroyers japonais de manière si catastrophique, il faut remonter à 1933, à une table à dessin au bureau de l'armement à Washington, où des ingénieurs résolvaient un problème impossible. Le problème était le suivant. La marine américaine avait besoin d'un canon capable de 2 tâches complètement différentes. Il devait abattre des avions plongeant à 483 km/h depuis des altitudes variables, et percer des trous dans des navires de guerre ennemis jusqu'à 16 km de distance. Aucun canon au monde ne pouvait faire les deux. Les avions exigeaient un tir rapide à angles élevés. Les navires exigeaient des obus lourds tirés à plat et vite. La solution qu'ils conçurent devint légendaire. Le canon Mark XII de 127 mm calibre 38. La désignation disait tout. 127 mm était le diamètre de l'obus. Calibre 38 signifiait que le tube était 38 fois ce diamètre, soit 4,83 m ou un peu plus de 4,50 m de tube d'acier rayé. Mais le génie résidait dans les détails. Le canon utilisait des munitions semi-fixes. L'obus et la charge de poudre étaient séparés, permettant un chargement plus rapide que la poudre en sac traditionnel, mais l'obus pouvait être assez lourd pour causer de vrais dommages. À 25 kg, il portait assez d'explosifs pour traverser une armure légère et détonner à l'intérieur de la cible. La vitesse initiale de 792 mètres par seconde signifiait que l'obus arrivait sur la cible en quelques secondes, ne laissant aucun temps à l'ennemi pour esquiver. La cadence de tir le distinguait de tous les concurrents. Avec un équipage bien entraîné, le 127 mm 38 pouvait tirer 22 coups par minute. Soit un obus toutes les 2,7 secondes, soutenu pendant des heures. Le système de chargement motorisé permettait de charger les obus à n'importe quel angle d'élévation. Critique pour suivre les avions,
mais tout aussi mortels contre les cibles de surface. Quand les premiers canons 127 mm 38 prirent la mer sur l'USS Farragut en 1934, les capitaines de destroyers américains eurent enfin une arme capable d'égaler et de surpasser tout ce que construisaient les Japonais. Mais le vrai test n'arriverait que 8 ans plus tard, quand les destroyers américains et japonais s'affronteraient dans le creuset du Pacifique Sud. Pendant ce temps, les Japonais menaient leur propre révolution dans la conception des destroyers. Le destroyer japonais Fubuki fendait les vagues en 1928 comme une lame à travers la soie. Le destroyer le plus avancé au monde. Chaque grande marine envoya des officiers de renseignement pour la photographier depuis la côte. Ce qu'ils virent les terrifia. Les destroyers de type spécial représentaient un saut quantique. Tourelles jumelles complètement fermées contre les intempéries et les explosions. 6 canons de 127 mm au lieu de 4. 9 tubes lance-torpilles portant la torpille mortelle de type 93 à longue portée, la meilleure torpille au monde, capable de vitesse dépassant 93 km/h avec une portée de 32 km. Équipement de combat nocturne qui faisait des équipages japonais les maîtres de l'obscurité. Vitesse dépassant 65 km/h. Les Fubuki et leurs successeurs, les Akatsuki, Shiratsuyu, Kagero, étaient conçus pour submerger les lignes de bataille ennemies par des attaques de torpilles sous le couvert de l'obscurité. La doctrine navale japonaise considérait leurs destroyers comme des armes offensives, pas seulement des escorteurs. Ils chargeaient dans les formations ennemies, lançaient des salves de torpilles et disparaissaient avant que l'ennemi ne puisse réagir. Mais un problème se cachait sous cette performance impressionnante. Pour atteindre une telle vitesse et un armement lourd avec un déplacement limité par les traités navals, les ingénieurs japonais durent économiser du poids partout. Ils utilisèrent une construction soudée au lieu de rivetée, plus rapide à construire, mais moins résistante aux dommages d'explosion. Ils employèrent des alliages légers d'aluminium pour les superstructures. Ils rendirent les coques minces, très minces. Le blindage des coques des destroyers japonais faisait en moyenne seulement 13 à 19 mm, environ 13 à 19 mm, à peu près l'épaisseur d'une portière de voiture. L'acier traité spécial aurait été plus lourd mais plus fort. Les Japonais choisirent l'économie de poids plutôt que la protection. Ce n'était pas entièrement stupide. Les destroyers n'étaient pas faits pour se battre au corps à corps avec des navires lourds. Leur défense était la vitesse et l'obscurité. Un destroyer entrant dans un duel d'artillerie avec un croiseur ou un cuirassé avait déjà perdu. Les coques minces avaient du sens dans la doctrine tactique des années 1920 et 30. Mais cette doctrine allait affronter un scénario que ses concepteurs n'avaient jamais imaginé. Des batailles nocturnes à des distances si proches que destroyer combattait destroyer. Où les armes qui comptaient n'étaient pas les torpilles, mais les canons à tir rapide. Où il n'y avait nulle part où fuir et pas de temps pour esquiver. Où les destroyers japonais à peau fine affronteraient des navires américains tirant un obus conçu pour pénétrer 127 mm d'armure. Août 1942, les îles Salomon devinrent un hachoir à viande pour les deux marines. Guadalcanal, une île de jungle malariée dont personne n'avait entendu parler, devint soudain le bien immobilier le plus contesté du Pacifique. Le contrôle du champ d'aviation Henderson, sa piste rudimentaire, signifiait le contrôle des mers environnantes. Les deux côtés étaient prêts à payer n'importe quel prix pour le tenir. Les Japonais contrôlaient la nuit. Leurs destroyers régnaient sur les eaux autour de Guadalcanal après le coucher du soleil, acheminant des ravitaillements et des renforts par ce que les Américains appelaient amèrement l'Express de Tokyo ou la course des rats. Leurs optiques nocturnes supérieures, d'énormes jumelles à grossissement 20 qui capturaient la lumière comme des télescopes, leur permettaient de voir les navires américains avant que le radar américain ne les repère. Leurs équipages s'étaient entraînés pendant des années au combat nocturne. Leurs torpilles à longue portée pouvaient frapper à des distances que les Américains ne pouvaient égaler. À l'île de Savo le 9 août, une force de croiseurs japonais anéantit un escadron allié, coulant 4 croiseurs en moins d'une heure. Les Américains perdirent plus de 1000 hommes. À Tassafaronga le 30 novembre,
des destroyers japonais renversèrent la situation contre une force américaine supérieure, coulant un croiseur et en estropiant 3 autres tout en ne perdant qu'un seul des leurs. Le Gun Club, les amiraux américains qui croyaient en l'artillerie plus qu'aux torpilles, apprirent dans le sang les leçons de la sous-estimation des destroyers japonais. Mais l'équilibre basculait. De nouveaux destroyers américains arrivaient. Des navires de classe Fletcher déplaçant 2500 tonnes, plus grands et plus stables que leurs prédécesseurs. Chacun portait 5 canons de 127 mm 38 contrôlés par le système de contrôle de tir Mark 37, le meilleur système de contrôle de tir naval au monde. Le radar pouvait détecter des cibles dans l'obscurité totale. Les obus à fusée de proximité introduits en 1943 pouvaient détonner automatiquement près des avions. La réserve de munitions avait été augmentée de 100 coups par canon à 300, puis à près de 600. Au fur et à mesure de la guerre, les destroyers américains ne pouvaient toujours pas égaler les performances des torpilles japonaises. Leurs torpilles avaient une portée plus courte, étaient plus lentes et plaquent de détonateurs défectueux. Mais en artillerie, ils gagnaient un avantage. Le 127 mm 38 pouvait lancer 25 kg d'acier et d'explosifs puissants toutes les 3 secondes. Le système Mark 37 pouvait calculer des solutions de tir plus vite que n'importe quel humain. Le radar pouvait suivre plusieurs cibles à travers la fumée et la pluie. La question était de savoir si la puissance de feu américaine pouvait surmonter l'habileté japonaise au combat nocturne avant que les Japonais ne submergent le champ Henderson. L'anatomie de l'obus américain de 127 mm ordinaire, officiellement désigné Mark 12 ordinaire, révèle pourquoi il était si dévastateur contre les destroyers. Ce n'était pas un obus perforant spécialisé destiné à briser les ceintures de cuirassés. Il était conçu comme un compromis, assez robuste pour percer l'armure de croiseur, mais avec assez d'explosifs pour dévaster les cibles non blindées. Le corps de l'obus était forgé en acier de haute qualité, durci et trempé selon des spécifications précises. Contrairement à un obus perforant pur, qui était presque du métal solide avec seulement 5% d'explosifs, l'obus ordinaire portait 1,5 kg d'explosifs D, environ 6% de son poids total. Le nez était conçu pour rester intact en frappant une armure jusqu'à 127 mm d'épaisseur, traversant avant que le détonateur de base ne déclenche la charge explosive 0,01 à 0,005 secondes après l'impact. Ce délai était critique. Quand l'obus frappait la coque mince d'un destroyer japonais, il n'explosait pas au contact. Le nez durci perçait le blindage de 13 mm comme du papier, pénétrait dans les espaces intérieurs, les salles des machines, les quartiers d'équipage, les stocks de munitions, et détonnait alors. L'explosion se produisait à l'intérieur du navire où elle causait un maximum de dommages. L'onde de choc et les shrapnels n'avaient nulle part où aller sinon vers l'extérieur à travers d'autres plaques minces, transformant l'intérieur en zone de mort et souvent en soufflant des sections de coque du côté opposé. Contre une armure lourde, l'obus creusait un cratère et pouvait se briser sans pénétrer. Contre aucune armure du tout, il pouvait traverser complètement sans détonner. Mais contre une armure légère, du type trouvé sur les destroyers, l'obus ordinaire était parfaitement adapté à sa cible. Il pénétrait puis explosait. L'obus à haute capacité, essentiellement un conteneur explosif à parois minces, était encore plus dévastateur quand il fonctionnait correctement. Avec près de 5,4 kg d'explosifs, il pouvait éventrer la superstructure d'un destroyer ou faire détonner du carburant et des munitions. Mais l'obus ordinaire était le cheval de bataille, et c'est lui qui écrivit les chapitres les plus sanglants des batailles de destroyers de 1943. En octobre 1943, les doctrines de destroyers américaines et japonaises s'affrontèrent à Vella la Vella. Le résultat choqua le commandement naval japonais et prouva que l'ère de la suprématie des destroyers japonais touchait à sa fin. Le 6 octobre 1943, les eaux au large des îles Salomon. 3 destroyers américains, Selfridge, Chevalier et Obanon, interceptent 9 destroyers japonais tentant d'évacuer des troupes de l'île. Les chances favorisent les Japonais. Leurs navires sont plus rapides. Leurs équipages plus expérimentés au combat nocturne.
Leurs torpilles surpassent en portée tout ce que possèdent les Américains. À 22h30, contact radar. Les destroyers américains augmentent leur vitesse à 56 km/h, leurs équipages se ruant au poste de combat. Les directeurs Mark 37 verrouillent les cibles dans l'obscurité. À 20 km, 18 km, les canons américains ont la portée, mais les capitaines retiennent le feu. Trop loin pour un tir précis. Ils réduisent la distance. À 22h56, à une portée de seulement 5 km, à peine 5 km, les destroyers américains ouvrent le feu. La nuit explose. 15 obus de 127 mm hurlent sur l'eau dans la première minute seule. Les destroyers japonais pris par surprise peinent à riposter tout en lançant des torpilles et en faisant de la fumée. Le destroyer japonais Yugumo reçoit des impacts directs presque immédiatement. Les obus américains percent son blindage de coque mince et détonnent à l'intérieur. Un obus pénètre les espaces machines et explose parmi les chaudières. De la vapeur surchauffée jaillit des tuyaux rompus, ébouillantant vivant les hommes. L'explosion rompt les conduites de carburant. Le feu se propage. Un autre obus pénètre près de la ligne de flottaison. La fusée à retard fonctionne parfaitement. L'obus traverse la coque extérieure, franchit l'espace intérieur et explose contre la coque intérieure, soufflant un énorme trou sous la ligne de flottaison. Le Yugumo ralentit jusqu'à l'arrêt, inondé et en feu. Son équipage tente désespérément de contrôler les dommages, mais elle est mortellement blessée. Dans les 30 minutes, elle chavirera et coulera, emportant 162 hommes avec elle. Mais les Japonais ne sont pas impuissants. Ils ont lancé des torpilles, des vagues de longue lance filant dans l'obscurité à 91 km/h. Les destroyers américains détectent les sillages de torpilles et manœuvrent désespérément. Le Selfridge vire sec, mais pas assez vite. Une torpille de type 93 s'écrase sur son étrave. La tête explosive massive de 490 kg détonnant en une fontaine d'eau blanche. Toute l'étrave, 18 mètres, se déchire et coule immédiatement. La bataille dégénère en chaos. Les navires disparaissent dans la fumée. Les éclairs de bouche illuminent la nuit. L'odeur de cordite et d'huile brûlante épaisse dans l'air. Ce qui se passait dans les espaces machines des destroyers japonais quand les obus américains ordinaires pénétraient révèle toute l'horreur de l'arme. D'anciens officiers de marine japonais ayant survécu à ces batailles décrivaient l'expérience comme être à l'intérieur d'une cloche quand elle sonne. L'obus perçait la coque extérieure avec un bruit comme un énorme pistolet arrivait, un craquement métallique aigu. Venait alors le moment de la pénétration intérieure, parfois à travers plusieurs compartiments. Les hommes sur le chemin étaient tués instantanément par le passage de l'obus, même avant qu'il ne détonne. Le projectile solide de 25 kg voyageant à vitesse supersonique pouvait décapiter, démembrer ou pulvériser quiconque il touchait. Venait alors la détonation. 1,5 kg d'explosifs érupant dans un espace confiné. L'onde de choc seule pouvait rompre des organes, faire s'effondrer des poumons, éclater des tympans. Mais les vrais tueurs étaient les fragments d'obus. L'explosion brisait l'enveloppe d'acier durci en centaines de pièces dentelées, chacune létale. Chacune voyageant à des centaines de mètres par seconde. Ces fragments déchiraient les cloisons, tranchaient les tuyaux, déchiquetaient l'équipement et transformaient les hommes en blessés même à des dizaines de mètres du point de détonation. Dans les espaces machines, les effets secondaires étaient catastrophiques. Les tuyaux de vapeur transportant de la vapeur surchauffée à haute pression se rompaient, remplissant le compartiment d'une mort invisible. Les hommes mouraient ébouillantés avant d'atteindre les échelles. Les conduites de carburant se brisaient, vaporisant de l'huile inflammable sur du métal chaud et des flammes ouvertes. Les systèmes électriques court-circuitaient, allumant des feux dans l'isolation et le câblage. L'eau de mer inondant par les trous de coque réagissait avec le métal chaud et les produits chimiques, créant des gaz toxiques. Les équipes de contrôle des dommages, des hommes courageux se ruant vers les explosions avec des lances à incendie et des étais, trouvaient souvent impossible d'atteindre les zones endommagées.
L'accumulation de fumée, de vapeur, de gaz toxiques et de chaleur les repoussait. Les destroyers japonais manquaient des systèmes sophistiqués de contrôle des dommages des navires américains. Pas de quartier général centralisé de contrôle des dommages, pas de système de pompage sophistiqué, pas de système de lutte contre l'incendie au gaz inerte. Un seul impact au bon endroit pouvait être invalidant. 3 ou 4 impacts pouvaient être fatals. Dans les batailles où les destroyers américains atteignaient un tir rapide à courte portée, les destroyers japonais pouvaient accumuler une douzaine d'impacts en autant de minutes. Le 13 novembre 1942, la première bataille navale de Guadalcanal. Cela devint le creuset où l'artillerie des destroyers américains prouva sa valeur. Le destroyer USS Lafay, commandé par le lieutenant-commandé William Hank, se trouva à bout portant avec le cuirassé japonais Yei. Bout portant en termes navals signifiait moins d'1,8 km. À cette distance, pas de temps pour des tirs de réglage ou des ajustements. On vise et on tire aussi vite que les canons le permettent. Les canons 127 mm 38 du Lafay commencèrent à marteler la superstructure du Yei. La ceinture blindée de 356 mm du cuirassé était immunisée contre les obus de 127 mm. Mais sa superstructure, le pont, les postes de contrôle de tir, les salles radio et les postes d'observation, étaient protégés par un blindage beaucoup plus léger conçu seulement pour arrêter les éclats. Les obus ordinaires perçaient ce blindage léger et explosaient à l'intérieur. Un obus pénétra le pont et détona près de l'amiral Abe, le blessant et tuant son chef d'état-major. Un autre détruisit le directeur de tir principal. Obus après obus déchirait la superstructure, détruisant l'équipement de communication, tuant des officiers, allumant des feux. Le Yei était aveuglé et son commandement perturbé. Le cuirassé essaya d'abaisser ses canons principaux pour tirer sur le Lafay, mais il ne pouvait pas s'incliner assez bas. Ses batteries secondaires ouvrirent le feu, mais dans le chaos et l'obscurité, elles peinaient à suivre le petit destroyer en mouvement rapide. Le Lafay continuait à tirer. En 7 minutes, il envoya plus de 150 coups sur le Yei avant qu'un obus d'un autre navire japonais ne le touche enfin, et qu'il doive rompre. Mais les dommages étaient faits. Le Yei aveuglé et estropié dans sa superstructure serait achevé par des avions le lendemain. Et le Lafay avait prouvé quelque chose de crucial. À courte portée, des canons de 127 mm à tir rapide pouvaient égaler un cuirassé en détruisant tout ce qui se trouvait au-dessus du pont blindé. Contre les destroyers japonais avec leurs coques minces et un blindage minimal partout, l'effet était bien plus dévastateur. Dans la même bataille, le destroyer USS Kusing engagea plusieurs destroyers japonais. Ces obus de 127 mm déchirèrent leurs coques comme du papier. Un destroyer japonais explosa simplement quand un obus pénétra son stockage de torpilles et fit détonner les têtes des longues lances. L'ère du destroyer japonais invincible touchait à sa fin. Les Américains apprenaient à gagner ces batailles nocturnes. La science balistique derrière l'efficacité du 127 mm 38 révèle pourquoi il était si parfaitement adapté à la destruction des destroyers. L'obus sortait du canon à 792 mètres par seconde, Mach 2,3, bien au-dessus de la vitesse du son. À cette vélocité, l'énergie cinétique était d'environ 1 630 000 joules. Pour mettre en perspective, une balle de mitrailleuse de 12,7 mm frappe avec environ 18 000 joules d'énergie. Un obus ordinaire de 127 mm frappait avec près de 100 fois cette force. Mais contrairement à une balle qui dépense son énergie en un petit point d'impact, l'énergie de l'obus était précisément contrôlée par sa conception. Le cône de nez durci assurait que l'obus maintenait son intégrité structurelle pendant la pénétration. Des tests en laboratoire montraient que le Mark XII ordinaire pouvait percer 127 mm d'armure face durcie à 3,7 km. Le blindage de coque des destroyers japonais était au maximum 19 mm et en de nombreux endroits seulement 13 mm. L'obus passait à travers avec presque aucune perte de vélocité ou d'intégrité structurelle. Le détonateur de base était une merveille d'ingénierie mécanique.
Il devait résister au choc du tir d'environ 20 000 jets sans s'armer. Il devait rester stable en vol. Puis à l'impact, il devait détecter la décélération causée par la frappe d'un matériau solide et s'armer. Enfin, il devait détonner la charge d'amorçage au moment précis après la pénétration, mais avant que l'obus ne sorte du côté opposé de la cible. Le timing était tout. Détonner trop tôt et l'obus creusait un cratère contre l'armure sans pénétrer. Détonner trop tard et l'obus traversait complètement le navire et explosait dans l'eau. Le délai de 0,01 à 0,05 secondes était calibré spécifiquement pour l'épaisseur d'armure trouvée sur les croiseurs légers et les destroyers. Contre les destroyers japonais, le timing de la fusée était parfait. L'obus pénétrait la coque extérieure, traversait l'espace intérieur en microsecondes et détonnait juste en atteignant le côté opposé. Cela signifiait un effet maximal d'explosion et de fragmentation à l'intérieur du navire tout en soufflant des trous de sortie qui augmentaient l'inondation. Un seul impact pouvait tuer des dizaines d'hommes et des systèmes critiques. Des impacts multiples pouvaient briser le dos d'un destroyer. La bataille du Cap Saint-Georges le 25 novembre 1943 démontrerait la pleine maturité des tactiques et de l'artillerie des destroyers américains. Le commandant Arleigh Burke, qui deviendrait plus tard chef des opérations navales, mena 5 destroyers dans une interception parfaite d'une force de destroyers japonais tentant d'acheminer des ravitaillements à Bougainville. La force de Burke avait tous les avantages développés par la marine américaine. Un radar supérieur, le système de contrôle de tir Mark 37, des équipages bien entraînés et des navires conçus pour combattre de nuit. À 1h41 du matin, le radar détecta les destroyers japonais à 20 km. Burke manœuvra ses navires en position parfaite, traversant le thé japonais, la manœuvre navale classique où votre bordée complète peut engager tandis que l'ennemi ne peut tirer que ses canons avant. À 1h56 du matin, à une portée de 4,6 km, Burke donna l'ordre « Ouvrez le feu ». 25 canons de 127 mm érupèrent simultanément. Le destroyer japonais Onami, pris à découvert, fut encadré par la première salve. Les corrections furent faites instantanément par les ordinateurs de contrôle de tir. La seconde salve marqua plusieurs impacts. L'effet fut catastrophique. Les obus pénétrèrent sa coque à la ligne de flottaison, en dessous et dans sa superstructure. Un obus explosa dans son magasin avant et l'Onami se déchira littéralement de l'intérieur. L'explosion fut si violente que les survivants rapportèrent avoir vu ses sections proue et poupe s'élever de l'eau simultanément avant qu'elle ne coule. Elle emporta tout l'équipage. 267 officiers et hommes perdus en moins de 3 minutes de combat. Le destroyer Makinami tenta de riposter, mais fut rapidement submergé. Les obus américains pleuvaient sur elle à un rythme de plus de 100 par minute de tous les 5 destroyers américains. Les impacts se multipliaient. Sa coque fut perforée en dizaines d'endroits. Des feux éclatèrent. L'inondation devint incontrôlable. Elle chavira et coula à 2h28 du matin. Les destroyers japonais restant fuir à vitesse maximale, faisant de la fumée et zigzagant désespérément. Burke les poursuivit mais ne put les rattraper. En 32 minutes de combat, l'artillerie américaine avait détruit 2 destroyers japonais sans recevoir un seul impact en retour. Pas une seule victime américaine, 0 dommage à aucun navire américain. C'était, selon les mots de Burke, une action parfaite. La bataille de la mer des Philippines et la bataille subséquente au large de Samar en octobre 1944 révéleraient le fait le plus étonnant sur le 127 mm 38. Il pouvait intimider même des cuirassés quand maniés par des équipages de destroyers déterminés. Le destroyer USS Johnston, commandé par le commandant Ernest Evans, chargea tête baissée sur la flotte japonaise massive, incluant le super cuirassé Yamato. Les canons de 127 mm du Johnston ne pouvaient percer la ceinture blindée de 406 mm du Yamato. Tout le monde à bord le savait, mais ils pouvaient toucher la superstructure, et aux distances où ils combattaient, parfois moins de 9 km, ils pouvaient la toucher précisément et à répétition. Les canons du Johnston rugirent,
pompant des obus dans le mapagode imposant du Yamato, ses postes de contrôle de tir, ses positions de canon secondaires. L'effet psychologique fut profond. Les équipages de cuirassés japonais habitués à des duels à 18 à 32 km se trouvaient sous un feu intense et précis d'un navire qu'ils auraient dû pouvoir balayer. Les impacts sur la superstructure ne coulaient pas le Yamato, mais ils tuaient des officiers, détruisaient l'équipement et forçaient les équipes de contrôle des dommages à combattre des feux et soigner des blessés au lieu de servir les canons. Plus important encore, les obus du Johnston étaient dévastateurs contre les destroyers japonais dans la formation. Plusieurs destroyers japonais tentant de s'approcher pour des attaques de torpilles sur les porte-avions d'escorte américains se trouvèrent sous le feu des canons à tir rapide du Johnston. Les obus de 127 mm déchiraient leurs coques minces. Un destroyer japonais touché à répétition dans ses espaces machines ralentis et sorti de formation. Un autre fut forcé de virer après un impact près de son pont qui tua son capitaine et plusieurs officiers. Le moment le plus révélateur vint quand le super cuirassé Yamato, le plus grand cuirassé jamais construit avec des canons de 460 mm, vira effectivement pour s'éloigner de la bataille. Face aux charges apparemment suicidaires des destroyers américains et aux nuages d'obus qu'ils tiraient, l'amiral Kurita perdit son sang-froid. Il crut affronter une force beaucoup plus grande que la poignée de porte-avions d'escorte et de destroyers réellement présents. Une partie de cette illusion fut créée par le volume pur de feu que les destroyers américains pouvaient produire. 5 canons par navire, 22 coups par minute par canon camp poussé. Cela fait 110 obus par minute d'un seul destroyer de classe Fletcher. Et il y en avait 3 chargeant la flotte japonaise. En 1944, les architectes navals japonais comprirent le problème. Les rapports post-bataille des capitaines de destroyers survivants peignaient un tableau sinistre. Les obus américains de 127 mm pénétraient les coques avec facilité, détonnant à l'intérieur des navires avec un effet dévastateur. Les Américains avaient appris à combattre à courte portée, où leur radar et leur système de contrôle de tir annulaient les avantages japonais au combat nocturne. Les torpilles à longue portée, malgré leur supériorité technique, exigeaient du temps et de la distance pour être lancées. Dans les bagarres au corps à corps qui étaient devenues typiques, les canons à tir rapide décidaient du résultat. La réponse japonaise fut les destroyers de classe Akizuki achevés de 1942 à 1944. Ceux-ci étaient construits pour l'anti-aérien, mais ils incorporaient les leçons tirées des actions brutales de destroyers. Les coques étaient plus lourdement construites. Le déplacement augmenta à 2700 tonnes. Plus significativement, ils disposaient de 8 canons de 100 mm en 4 montages jumelés, une batterie anti-aérienne beaucoup plus lourde que les classes précédentes. Mais c'était trop peu et trop tard. Seuls 12 Akizuki furent achevés avant la fin de la guerre. La majorité de la force de destroyers japonais restait les classes plus anciennes, les Fubuki, Kajero et Yugumo avec leurs coques minces et leur vulnérabilité aux obus américains, et la production américaine avait submergé la construction japonaise. En 1944, les États-Unis commissionnaient des destroyers plus vite que le Japon ne pouvait en construire. Les 175 navires de classe Fletcher à eux seuls surpassaient en nombre toute la force de destroyers japonais au début de la guerre. Les mathématiques de l'attrition favorisaient les Américains. Chaque destroyer japonais coulé était presque irremplaçable. Chaque destroyer américain perdu pouvait être remplacé par 2 ou 3 nouveaux en quelques mois. Les équipages de destroyers japonais, parmi les meilleurs au monde en 1941, avaient été décimés. Les vétérans des premières batailles, les hommes qui savaient lancer des attaques de torpilles dans l'obscurité totale, qui pouvaient lire les mers et prédire où seraient les navires américains, étaient morts, prisonniers ou isolés sur des îles contournées. Leurs remplaçants étaient entraînés à la hâte, manquant des années d'exercice en temps de paix qui avaient rendu la force de destroyer d'avant-guerre si formidable. Et ils naviguaient encore au combat dans des navires dont les coques n'étaient pas plus épaisses qu'en 1930 face à des destroyers américains dont les canons pouvaient percer ces coques comme si elles étaient en carton. La réalité statistique du combat de destroyers dans le Pacifique raconte l'histoire en chiffres froids. Des 110 destroyers japonais opérationnels au début de la guerre,
134 furent perdus pour toute cause à la fin de la guerre, y compris les 33 nouveaux construits. De ces pertes, 45 furent attribuées à des attaques de sous-marins, 36 à des avions, 23 à des actions de surface, 7 à des mines, et le reste à diverses causes incluant des tirs amis et des accidents. Mais ces chiffres ne capturent pas l'image complète. De nombreux destroyers listés comme perdus par des avions ou des sous-marins avaient été précédemment endommagés dans des actions de surface. Endommagés par des obus de 127 mm qui avaient percé leur coque, endommagé leurs machines, les avaient ralentis et en avaient fait des cibles faciles pour des attaques de suivi. Un destroyer qui survivait à une action de surface avec des dommages sous-marins et une vitesse réduite devenait souvent une victime des avions le lendemain. Les pertes en action de surface révèlent l'efficacité de l'artillerie américaine. Dans les batailles où des destroyers américains et japonais se rencontraient en nombre à peu près égaux avec des conditions de surprise similaires, les Américains dominaient de plus en plus après 1943. À Vella la Vella en octobre 1943, les Américains perdirent un destroyer et en endommagèrent deux tout en coulant un destroyer japonais. Au Cap Saint-Georges en novembre 1943, les Américains coulèrent deux destroyers japonais sans perte. À la baie de l'Impératrice Augusta en novembre 1943, des forces américaines mixtes, incluant des destroyers, submergèrent une force japonaise de croiseurs et destroyers. Les rapports de dommages de bataille des destroyers japonais survivants décrivent des dommages cohérents avec la pénétration d'obus de 127 mm, de multiples brèches de coque à la ligne de flottaison et en dessous, des espaces machines détruits, des feux dans les stocks de munitions et des défaillances structurelles. Un rapport décrit un destroyer qui dut être sabordé parce que l'accumulation de trop d'obus sous la ligne de flottaison le rendait impossible à maintenir à flot malgré les efforts de pompage. Un autre décrit un destroyer dont la quille avait été brisée, fissurée par le choc d'explosions proches et de multiples impacts pénétrants. Le canon américain de 127 mm 38 resta en service pendant des décennies après la guerre. Il arma des destroyers qui combattirent en Corée et au Vietnam. Il était encore monté sur de nouvelles constructions dans les années 1960. Plus de 8000 furent produits. C'était sans conteste la meilleure arme de destroyer de la Seconde Guerre mondiale. Et contre les destroyers japonais à coque mince qu'il était conçu pour combattre, il était absolument dévastateur. Les suites de la guerre des destroyers laissèrent la flotte de surface japonaise en miettes. Au moment des batailles de la mer des Philippines et du golfe de Leyte en 1944, la force de destroyers japonais était si épuisée qu'ils pouvaient à peine protéger leurs derniers navires capitaux. Les acheminements de ravitaillement vers les garnisons isolées, les missions critiques qui avaient défini l'emploi des destroyers japonais en 1942-1943, devinrent presque impossibles. Des îles qui auraient pu tenir des mois tombèrent en semaines parce qu'aucun destroyer ne pouvait les atteindre à travers les patrouilles aériennes et sous-marines américaines. La perte de capacité des destroyers eut des effets en cascade sur tous les forts de guerre navale japonais. Sans écran de destroyers, les croiseurs et cuirassés japonais devinrent vulnérables aux attaques de sous-marins. Au golfe de Leyte, plusieurs navires lourds japonais furent torpillés par des sous-marins parce que des destroyers insuffisants étaient disponibles pour la protection anti-sous-marine. Les quelques destroyers japonais restants étaient étirés si finement qu'ils ne pouvaient fournir une protection anti-aérienne efficace, une couverture anti-sous-marine et une capacité de combat de surface. La rupture du pouvoir des destroyers japonais brisa aussi leur capacité à mener des opérations offensives. La doctrine navale japonaise avait toujours envisagé des destroyers menant des attaques de torpilles contre les lignes de bataille américaines. En 1944, il n'y avait plus assez de destroyers survivants pour rendre de telles attaques faisables. Les destroyers japonais restants étaient de plus en plus relégués à des missions défensives, escortant des convois, fournissant des écrans anti-sous-marins, et évacuant des garnisons piégées. Le coût humain était stupéfiant. Les équipages de destroyers japonais subirent certains des taux de perte les plus élevés de la marine impériale. Quand un destroyer était touché par plusieurs obus de 127 mm, les taux de survie de l'équipage tombaient souvent en dessous de 50%. Les équipages des machines et des canons n'avaient presque aucune chance de survie si un obus pénétrait leurs espaces.
Les équipes de contrôle des dommages se ruant vers les feux et les inondations devenaient souvent des victimes elles-mêmes quand des impacts de suivi frappaient la même zone. Les équipages de destroyers américains, bien qu'ils subissent certainement des pertes, bénéficiaient d'un contrôle des dommages supérieur, d'un meilleur équipement de sauvetage et de la présence de navires hôpitaux et d'unités de flotte bien équipées qui pouvaient fournir des soins médicaux. Les marins de destroyers japonais blessés au combat n'avaient souvent pas accès à des traitements médicaux modernes. Les navires qui rentraient au port arrivaient parfois avec la moitié de leur équipage mort ou blessé, les survivants épuisés par des jours de lutte contre les feux et de bouchage de trous avec tous les matériaux qu'ils pouvaient trouver. L'héritage du canon de 127 mm 38 et de son efficacité dévastatrice contre les destroyers japonais s'étend bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Il établit des principes de guerre navale qui restent pertinents aujourd'hui. L'importance d'un tir rapide et précis. La valeur d'armes polyvalentes capables d'engager plusieurs types de cibles. L'avantage critique de systèmes de contrôle de tir qui peuvent trouver et suivre des cibles plus vite que l'ennemi ne peut réagir. Les concepteurs navals modernes luttent encore avec les mêmes compromis fondamentaux que les ingénieurs japonais affrontaient dans les années 1920. Construisez-vous des navires légers et rapides qui peuvent distancer les menaces, ou des navires plus lourds et plus survivables qui peuvent résister aux dommages? La réponse, comme les Japonais l'apprirent douloureusement, est que dans le combat moderne, vous ne pouvez pas distancer l'engagement. Le radar, les capteurs à longue portée et les armes guidées ont éliminé l'option d'être simplement trop rapide pour être attrapé. La survivabilité, la capacité à encaisser des coups et à continuer à combattre, est devenue primordiale. Le canon 127 mm 38 servit lui-même dans la marine américaine jusqu'aux années 1980, l'une des plus longues carrières de service de toute arme navale de l'histoire. De nombreuses marines étrangères opérèrent des destroyers équipés de 127 mm 38 jusque dans les années 1990. Certains historiens arguent qu'il s'agissait du canon naval le plus réussi jamais conçu, mesuré par la combinaison d'efficacité, de fiabilité et de longévité de service. Mais au-delà des spécifications techniques et des statistiques de bataille se trouve une histoire humaine. Des milliers de jeunes hommes, américains et japonais, combattirent et moururent dans les batailles de destroyers du Pacifique. Ils combattaient à des distances si proches qu'ils pouvaient voir les visages des marins ennemis illuminés par les éclairs de Bush. Ils mouraient quand des obus qu'ils n'avaient jamais vus venir perçaient les cloisons et explosaient parmi eux. Ils se noyaient dans des compartiments inondés, brûlaient dans des salles des machines et disparaissaient dans les eaux sombres du Pacifique. L'obus qui éventrait les destroyers japonais comme des boîtes en aluminium était un triomphe d'ingénierie et un outil de destruction horrifique. Il changea l'équilibre du pouvoir naval dans le Pacifique. Il prouva que dans la guerre industrielle du XXe siècle, le côté capable de produire de meilleures armes en plus grande quantité l'emporterait, indépendamment de l'habileté et du courage des guerriers qui les maniaient. Chaque événement, nombre et nom dans ce documentaire a été vérifié à travers des archives historiques et des sources documentées.